Bonjour, ravi de vous retrouver sur votre chaîne Enseignement et Performance, la chaîne du partage des connaissances. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous proposer le sujet du le haut potentiel intellectuel chez les enfants. Nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant d'avoir un haut potentiel intellectuel, quelles sont les définitions admises. Certes, il y a un consensus sur une définition, mais il n'y a pas un accord entre les spécialistes. Ensuite, nous allons voir quels sont les signes et les symptômes d'un haut potentiel intellectuel et comment les parents peuvent accompagner leurs enfants détectés haut potentiel intellectuel. En gros, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Un haut potentiel intellectuel, est-ce un atout ou un handicap pour l'enfant? Par mesure de simplification, nous allons utiliser l'abréviation HPI pour signifier haut potentiel intellectuel. Le haut potentiel intellectuel a été défini pour caractériser les enfants ayant un quotient intellectuel très supérieur à la moyenne. Cette définition fait l'objet d'un consensus, mais il n'y a pas unanimité des spécialistes. Des voix discordantes se font entendre, aussi bien sur le plan de la recherche pure que sur la pratique. Ce désaccord vient du fait que la question même de la définition de haut potentiel intellectuel est intrinsèquement liée à celle du type de l'intelligence dont on parle. Peut-on parler d'une intelligence ou des intelligences? Enfin, se pose la question des critères d'identification de haut potentiel intellectuel. Les avis sont divers quant aux critères qu'il faut retenir. Est-ce que on va retenir des critères quantitatifs ou des critères qualitatifs? Le quotient intellectuel total peut être le critère par excellence ou on peut prendre d'autres critères comme par exemple l'indice d'aptitude générale, les notes aux 5 indices, à savoir compréhension verbale, raisonnement fluide, visio-spatiale, mémoire de travail et vitesse de traitement. Le quotient intellectuel total est le seuil associé comme critère d'identification, reste ainsi le moyen le plus courant dans la recherche et dans la pratique. La définition de haut potentiel intellectuel, bien qu'il ne fasse pas l'unanimité, mais l'objet d'un certain consensus, pourrait être résumé par conséquent ainsi. Un haut potentiel intellectuel correspond à un quotient intellectuel total situé dans la zone très supérieure ou très élevée, c'est-à-dire supérieure à 130. On peut repérer
des hauts potentiels intellectuels à la suite d'un examen psychologique. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs outils et chaque psychologue réalise un bilan psychologique selon les critères d'identification auxquels elle a recours. Et par conséquent, la conclusion peut être très différente d'un cas à un autre, ainsi que par inférence, les recommandations formulées sont différentes aussi. Rappelons que la demande d'un examen psychologique se justifie dans des moments d'indécision ou de crise et que cet examen vise à éclaircir une situation problématique, à mieux comprendre la personne et à l'aider dans son développement. Mais des fois, la demande explicite ou implicite d'un tel examen par les parents n'a pour seul objet que d'apposer une étiquette de HPI sur un enfant. Heureusement, ce type de cas est vraiment marginal. Si la demande d'évaluation s'avère justifiée et que le psychologue réalise un bilan psychologique, il paraît indispensable qu'il précise la définition retenue pour le haut potentiel intellectuel en amont, lors du premier entretien, et en aval, lors de la communication des résultats. Cette démarche a le mérite de clarifier également la définition et les représentations de HPI dont dispose le sujet, sa famille, ainsi que leurs attentes derrière leur demande manifeste d'identification. Une réflexion est également à mener sur les implications que cette qualification d'HPI ou de non-HPI selon les résultats obtenus des tests peut avoir sur la personne évaluée et son entourage et bien sûr sur son développement. Mais malheureusement, certaines personnes peuvent ne pas être détectées au potentiel intellectuel car le test utilisé ne leur est pas adapté. Le bilan psychologique doit être réalisé sur mesure. Ainsi, par exemple, pour des sujets dont la langue maternelle n'est pas le français ou qui sont de cultures d'origine différente, il convient de veiller à choisir un test d'intelligence qui correspond à leur situation. Mais attention à ne pas considérer l'identification de HPI comme une fin en soi. Et le praticien ne doit pas s'arrêter à la seule identification de celui-ci par un test d'intelligence, même si la demande explicite à l'origine du bilan ne mentionne que cette caractéristique. Les demandes des parents, c'est identifier si leurs enfants
est HPI ou non. Mais à l'origine du bilan, on peut voir que si des enfants sont reçus en bilan, c'est qu'a priori, ils rencontrent des difficultés scolaires, affectives et sociales. Ce n'est sans doute pas le haut potentiel intellectuel qui explique à lui seul ces difficultés. Le bilan doit donc être global pour prendre en compte le sujet dans sa complexité. Le quotient intellectuel n'est qu'une facette qui montrera que la personne possède des ressources cognitives peut-être supérieures à la moyenne, qui pourront certes lui être utiles, mais il convient de comprendre ce qui est à l'origine des difficultés pour proposer des pistes adaptées. Mais en se focalisant sur le seul HPI, le risque consiste à inscrire les difficultés et l'intelligence dans une relation simpliste de causalité réciproque. Par ailleurs, le groupe des HPI ne forme pas un groupe homogène qui partagerait les mêmes caractéristiques. Donc, il serait dangereux de vouloir dresser un portrait type de jeunes à haut potentiel intellectuel. Il est au contraire indispensable de considérer chaque jeune à haut potentiel de manière particulière. Un bilan complet est nécessaire pour comprendre le sujet dans sa globalité. Et l'aspect cognitif n'en constitue qu'un aspect particulier. Malgré le fait que la définition la plus consensuelle repose uniquement sur ce critère cognitif. Il conviendrait de prendre en compte les autres sphères psychologiques du sujet, par exemple sa personnalité, ses relations interpersonnelles, sa motivation. Un bilan complet permettra d'éclairer la situation et de comprendre la dynamique globale de la personne en proposant, si nécessaire, des recommandations adaptées. Sachant, et comme on l'a dit plus haut, qu'il n'y a pas de HPI type, mais on retrouve des caractéristiques communes à la plupart des enfants détectés comme HPI, comme par exemple le sentiment d'un décalage avec les autres, des émotions exacerbées, un manque de confiance en soi, un isolement scolaire qui peut souvent déboucher sur un décrochage scolaire, et on a remarqué qu'ils sont très angoissés. Devant les difficultés de comportement de leurs enfants, certains parents se posent la question si leurs enfants sont des HPI ou c'est juste un problème de comportement et d'adaptation. Mais il y a des symptômes et des signes qui peuvent alerter, comme par exemple une excellente mémoire de l'enfant, sa facilité à manier les chiffres et les lettres, son indépendance d'esprit, sa forte résilience, une pensée intuitive, une grande capacité de raisonnement
et de résolution de problèmes qui peuvent interpeller par rapport à son âge, un cheminement de pensée très singulier, une rapidité et une facilité d'apprentissage, même pour les matières scientifiques et mathématiques, un intérêt pour des sujets variés, une maîtrise par exemple très précoce de la lecture. L'enfant, il a un vocabulaire complexe et extensif dès son jeune âge. On reproche souvent aux familles de ne pas réussir l'éducation de leurs enfants. Mais ce que l'on constate, c'est que la plupart des enfants sont à l'image de leurs parents, aussi bien sur l'aspect physique que sur l'aspect psychique. Pour ce qui est de l'aspect physique, il y a un certain déterminisme biologique, puisque l'on sait que l'enfant hérite de 50% des gènes de sa maman et 50% des gènes de son papa. Sur l'aspect psychique, ce sont des éléments culturels et spirituels qui rentrent en jeu et qui façonnent l'enfant. Donc, on peut parler de contraintes involontaires imposées à l'enfant. La première est d'ordre familial et social. À sa naissance, l'enfant est membre d'une parentèle, d'une nation, d'un pays, d'une classe sociale. Et il a une appartenance religieuse, celle de ses parents. Ensuite, il y a une certaine détermination culturelle. À sa naissance, l'enfant grandit dans des formes associatives déjà existantes. Donc, il doit s'y adapter. Il y a une contrainte à caractère politique, la résidence ou la naissance. La plupart des parents essayent de transmettre leur vision politique du monde à leurs enfants. Et on est influencé par l'endroit de sa naissance et l'endroit où l'enfant a grandi. Enfin, il y a une contrainte de nature morale. Ce sont les valeurs transmises par les parents aux enfants. Mais remarquons que vivre avec autrui est déjà un engagement moral. Pour ce qui est de la contrainte biologique, du déterminisme biologique, on ne peut pas le changer. Mais par contre, pour ce qui est de déterminisme culturel ou religieux, on peut évoluer parce que l'évolution est le moteur de l'existence. L'enfance est une période d'intenses changements. Ces changements affectent le développement physique et les habiletés motrices, la cognition, c'est-à-dire la mémoire, le raisonnement et la compréhension du monde, la capacité à communiquer, les apprentissages, la lecture, les mathématiques,
les relations sociales, autrement dit, la santé en général. Plusieurs facteurs de risque sur la santé physique et mentale sont répertoriés. L'environnement de l'enfant, à savoir sa famille, ses camarades, son environnement préscolaire et scolaire et son environnement général influencent grandement son développement. Ces facteurs aident l'enfant à développer ses compétences, mais peuvent aussi nuire à son développement normal et son bien-être. À la naissance, l'enfant dispose uniquement d'un matériel réflexe nécessaire et héréditaire. Ces réflexes héréditaires vont permettre à l'enfant d'interagir. Les âges des acquisitions ou compétences psychomotrices ou psychologiques varient d'un enfant à l'autre. Et nous verrons dans notre exposé d'aujourd'hui que certains enfants ont un potentiel intellectuel très élevé. Cependant, pour des raisons pratiques et théoriques, des psychologues distinguent différentes phases de l'enfance. Les limites d'âge correspondantes sont données à titre indicatif. Par exemple, la vie prénatale concerne l'enfant avant la naissance. Juste après la naissance, l'enfant est appelé le nouveau-né, jusqu'à environ 2 semaines ou 1 mois. En médecine, on parle aussi de période périnatale. Troisième phase, avant l'acquisition de la marche, l'enfant est un bébé ou nourrisson. C'est la période du stade sensorimoteur, selon le modèle de développement d'intelligence de Jean Piaget. Ensuite, lorsqu'il marche et avant sa scolarisation, l'enfant est un jeune enfant. C'est la petite enfance, environ 2 à 6 ans. On parle d'enfants d'âge préscolaire de 3 à 6 ans. Environ lorsque l'enfant entre en maternelle ou équivalent. La phase suivante, l'enfant d'âge scolaire, réfère généralement à l'enfant de 6 ans à la puberté, ou environ 2 ans. Vers l'âge de 12 ans jusqu'à la puberté, le jeune est préadolescent. Ensuite vient la phase de l'adolescence. Celle-ci est marquée par la puberté. Les termes enfant ou enfance peuvent également être employés au sens plus large en référence à la période de la naissance à l'âge adulte. À ce stade, 2 fonctions nécessaires à l'adaptation sont confondues. Il s'agit de notions d'assimilation et d'accommodation. L'assimilation correspond à un processus où une donnée de l'extérieur est assimilée par la structure du sujet. L'accommodation, quant à elle, correspond à une modification de la structure actuelle
du sujet afin de s'adapter à une ou plusieurs modifications de son environnement. Ce stade est marqué par une prépondérance des perceptions sensorielles. Si l'assimilation et l'accommodation ne distinguent pas encore le biologique, c'est-à-dire l'inné, de l'adaptation intellectuelle, c'est-à-dire l'acquis, ce sont quand même celles qui vont permettre la transition entre ces deux éléments, biologiques et adaptation intellectuelle, et ce par la répétition, c'est-à-dire par le principe de réaction circulaire. Vient ensuite le stade des premières habitudes et d'adaptation acquises. En effet, progressivement, le matériel héréditaire va se doubler d'adaptations acquises et d'habitudes, et ce grâce à l'apprentissage de données nouvelles liées à l'adaptation au monde extérieur. Le stade suivant est ce qu'on appelle la période sensorimotrice. On assiste à une décentration progressive de l'enfant. On passe d'une confusion totale entre lui et son environnement à un environnement cohérent, stable et structuré. À la fin de ce stade, l'enfant a déjà assimilé le monde pour accommoder ses actions. Il effectue alors des comportements adaptés. Et c'est à ce stade qu'on peut évaluer le potentiel intellectuel de l'enfant. En guise de conclusion, et pour répondre à notre question initiale, je dirais que le haut potentiel intellectuel est un atout pour l'enfant, mais il faut qu'il soit accompagné par ses parents afin qu'il puisse s'intégrer avec ses spécificités et qu'il puisse s'épanouir comme tous les autres enfants, même s'ils sont en décalage par rapport aux autres.